CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Et aujourd'hui, on va parler de longévité en bonne santé. Pour cela, j'accueille le docteur Christophe de Gégère, président de la Société française de médecine et physiologie de la longévité, spécialiste mondial en prévention, expert sur la physiologie de la sénescence depuis plus d'une trentaine d'années. Vous avez développé la notion d'âge physiologique. Initialement, vous êtes gérontologue et vous exercez dans votre institut de prévention et de santé et longévité. Vous enseignez également à la faculté de médecine et la faculté des sciences. Vous avez écrit une douzaine d'ouvrages comme Bien vieillir sans médicaments dès 40 ans et Médecine de la longévité, une révolution, aux éditions Trédaniel. Vous avez collaboré dans une dizaine d'ouvrages et articles scientifiques. Docteur Christophe de Gégère, bonjour. Bonjour à vous. Comment définissez-vous l'âge biologique et comment le mesurer de façon fiable ? Alors en fait, il y a plusieurs notions. Il y a l'âge chronologique que vous connaissez tous, c'est déterminé par votre date de naissance. Ensuite, il y a l'âge ressenti. L'âge ressenti, j'en dis un mot tout de même parce que c'est l'âge qu'on pense avoir. C'est-à-dire, on fait des enquêtes, on prend quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans et on lui dit, finalement, quel âge ressentez-vous avoir ? Et là, les choses sont en train de passer dans le déni le plus complet parce que des gens de 50 ans ont l'impression d'en avoir 45 et des gens de 65 ans ont l'impression d'en avoir 50. Il y a des gens qui disent « Je ne me suis jamais senti aussi jeune à 70 ans ». Bien, sincèrement, c'est un problème parce que ça correspond à une vision qu'ils ont d'eux-mêmes et cette vision, elle est finalement souvent, pas toujours, mais souvent assez loin des réalités et donc ça les amène à être confortés dans des attitudes qui ne sont pas les bonnes. Enfin, on a l'âge physiologique, c'est l'âge réel de vos différents systèmes. Car je rappelle rapidement qu'on est constitué d'une multitude de systèmes différents, systèmes osseux, vasculaires, cardiaques, les poumons, le cerveau, la peau, etc. Et que tous ces différents âges vieillissent, tous ces différents systèmes, vieillissent de façon différente. On est des mosaïques en réalité. Et on a les moyens techniques, alors c'est pas comme ça, c'est qu'on a des machines qui nous permettent effectivement d'évaluer fonctionnellement ces différents systèmes et on se rend compte que effectivement les gens ont souvent un âge physiologique ou biologique. Alors en fait, il y a une petite nuance entre les deux qui est bien supérieure à leur âge réel et souvent encore plus supérieure à leur âge ressenti. Donc ils sont plus vieux qu'ils ne le pensent. Et en d'autres termes, c'est parfaitement résumé, ils sont plus vieux qu'ils ne le pensent. Et quels marqueurs sanguins suivez-vous et à quelle fréquence ? Alors, on suit une multitude de marqueurs puisque vous savez que en fait, il y a des grands mécanismes du vieillissement, ou plutôt de la sénescence. Ces grands mécanismes, c'est la glycation, c'est le neuroendocrinien, c'est le stress oxydant. Et il y en a beaucoup d'autres sur lesquels on travaille et qui sont particulièrement intéressants. On peut aussi parler de la longueur des télomères. Et donc, il est nécessaire de suivre ces marqueurs en fonction des conseils que l'on donne aux gens. Parce que nous sommes tous différents. Même si on donne un certain nombre de conseils qui vont être globalement peut-être les mêmes à travers une radio, un journal, un article, eh bien, chaque personne va réagir différemment. Donc, rester dans le général est toujours une erreur, quand on parle de l'individu en particulier. Et il faut suivre ces marqueurs. Vous donnez par exemple des conseils de nutrition, eh bien 6 mois, vous regardez vos paramètres de nutrition. Est-ce qu'ils ont bougé ? Pas bougé. Et s'ils n'ont pas bougé, souvent c'est parce que les gens ne font pas ce qu'on leur dit de faire. Il ne faut pas se leurrer. Absolument. Et s'ils font, et si vraiment vous êtes persuadé qu'ils font ce que vous leur demandez de faire, c'est peut-être que vos conseils sont pas les bons, qu'ils ne vont pas assez loin, ou alors qu'ils ont d'autres problèmes, par exemple des problèmes d'absorption ou des problèmes endocriniens qui sont liés.
Alors, ce qui est ambigu quand on parle de sénescence, c'est que beaucoup de personnes s'imaginent que la sénescence est arrivée au 3e âge, au 4e âge, etc. Mais on sait très bien que en endocrinologie, en neurologie par exemple, la sénescence arrive dès 18-20 ans, puisque tous les facteurs hormonaux croissent jusqu'à 18-20 ans et sont au maximum, et décroissent. N'est-ce pas là le début de la sénescence ? Alors, le vieillissement commence dès la conception de l'individu, d'accord, dès la fusion des gamètes, spermatozoïdes et ovules. Le vieillissement commence. Mais ce vieillissement, il est positif jusqu'à la fin de l'adolescence. C'est ce qu'on appelle, du coup, le développement. À partir de la fin de l'adolescence, et ça reprend ce que vous disiez très justement, on rentre dans un deuxième phénomène qui s'appelle la sénescence, qui est une dégradation progressive et insidieuse de l'ensemble de nos systèmes. Donc oui, on vieillit dès la fin de l'adolescence, c'est-à-dire très tôt dans nos vies. On s'en rend pas compte parce qu'on a de telles réserves, puis on a de telles préoccupations différentes, mais quand on y réfléchit bien, ça commence là. Alors, il y a des petites nuances. Il y a des systèmes qui vont vieillir dès 16 ans. Il y en a d'autres qui vont surtout commencer à se dégrader à partir de 22-23 ans, avec toujours des variables personnelles. Mais pour simplifier, 18-20 ans, c'est sûr, vous êtes sénescent. Merci, docteur de Gégère. Pour l'heure, nous retrouvons la chronique du docteur Jean-Christophe Charrier, expert en phytothérapie clinique. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Gilles, bonjour à tout le monde. Alors nous sommes dans le cadre du vieillissement, vaste sujet, et dans ce cadre-là, est-ce que tu peux nous donner des indications pour nous aider à mieux vieillir et en meilleure santé évidemment ? Alors, en dehors de toute l'hygiène de vie dont vous parlez, je pense aujourd'hui, je vous ai réservé 2 petites plantes qui sont bien connues, qui est le ginseng et le ginkgo biloba. Bien. Voilà, ginseng panax, Panacée. qui est vraiment la plante importante pour accompagner le vieillissement par toute son action adaptative et de soutien de différents axes endocriniens qui tombent en faiblesse. Donc le ginseng est une plante qui va nous booster et nous redonner toute l'énergie nécessaire pour le quotidien. Très bien. Donc quelle serait la posologie pour ce panax ginseng ? On peut le trouver sous plein de formes. Alors on peut le trouver sous forme de gélules, de comprimés, de teintures mères. On va rester simple avec des teintures mères. Avec 25 gouttes le matin, ça peut souvent être suffisant. Et pour les gens qui ont une grosse fatigue, une grosse difficulté, on pourrait faire 25 gouttes le matin et le midi, par exemple. D'accord. Donc je déconseille sous forme d'ampoule parce qu'elles sont souvent bourrées de sucre. Nous l'effet un peu boost. Évidemment. Et quelle serait la deuxième plante, s'il vous plaît ? Alors le ginkgo biloba, qui est une plante qui améliore la microcirculation et qui de ce fait va améliorer l'efficacité de notre cerveau parce qu'on va lui maintenir une bonne oxygénation dans la mesure où avec le vieillissement nos artères vont durcir petit à petit, donc si on peut optimiser cette fonctionnalité, notre cerveau n'aura pas de difficulté à travailler. D'accord, donc le panax, le ginkgo biloba, quelle serait la posologie s'il vous plaît pour le ginkgo biloba ? Alors, ginkgo biloba, on peut le prendre 2 à 3 fois par jour. Et si on reste sur les teintures mères, pour rester très simple, 25 gouttes 3 fois par jour me paraît largement suffisant. D'accord, eh bien merci docteur Jean-Christophe Charrier. On vous retrouve la semaine prochaine et pour le moment sur iempi.fr. CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. De retour avec le docteur Christophe de Gégère, nous étions en train d'évoquer la sénescence et comment peut-on donc freiner cette sénescence, ce vieillissement ? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la freiner. Magnifique. D'accord, ça c'est vraiment la bonne nouvelle. On peut, alors, en réalité, moi je préfère le terme de moduler. Mais vous comprendrez bien que l'intérêt, c'est de commencer le plus tôt possible. On le comprend bien. Au regard de ce qu'on a évoqué avant. Absolument. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, les gens se disent, OK, oui, 60, ça va bien, 70, ça va bien, c'est-à-dire que je suis pas malade, je prends pas trop de médicaments, je vais m'en préoccuper un peu plus tard. Non. C'est le plus tôt possible et je prends toujours l'exemple qui m'amuse beaucoup, mais qui est
que tout le monde peut comprendre, c'est votre voiture. Quand vous l'achetez neuve, dès les 10 000, 15 000 kilomètres, vous avez votre première révision. C'est ça. D'accord ? Donc, faut pas attendre que votre voiture soit en panne. Faut pas attendre qu'elle vous laisse en rade au bord de la route. C'est avant. Et donc, tout ce qui va être médecine préventive, c'est donc, et en particulier sur la sénescence, c'est donc avant, quand tout va super bien, qu'il faut commencer à y réfléchir. Parce que c'est vraiment une médecine du quotidien. Alors, il y a ce qu'on appelle le politiquement correct. Il y a du politiquement correct en médecine. Allons-y. Et c'est donc tout ce qui va toucher la nutrition et l'exercice physique. Tout le monde est d'accord là-dessus. D'accord. Personne ne va dire le contraire. Sauf que c'est pas suffisant. Alors ça, c'est peut-être une deuxième thématique. Sur la nutrition, nous, on est extrêmement attachés à des bilans. Donner des conseils de nutrition sans savoir qui vous avez en face de vous, ça me paraît toujours un petit peu limite. Ceci étant dit, de façon générale, quand on observe une population, qu'est-ce qu'on voit ? Les gens mangent trop. C'est-à-dire en nombre de calories, waouh, beaucoup trop. D'accord. D'où d'ailleurs des masses grasses qui sont considérables et qui sont mieux appréciées par des mesures de composition corporelle avec la technique de la DEXA. Et là, on commence à regarder des chiffres, même sur des gens comme vous qui paraissez parfaits. Hein, vous êtes mince, sportif, ça se voit. Parfois, il peut y avoir des surprises, en particulier en masse grasse viscérale. Bien sûr. Donc, on mange trop de sucre. Pendant les 20 dernières années, on nous a parlé du cholestérol et encore le cholestérol. Très bien, oui. Mais le primum novus en termes de sénescence, c'est le sucre, c'est la glycation. La glycation, c'est un phénomène qui se passe dans tout notre organisme, qui est connu depuis les années 1950, le siècle dernier. C'est pas la découverte du jour. Ouais, c'est une sorte de caramélisation. Exactement. C'est la molécule de sucre, le glucose est une toute petite molécule qui diffuse absolument partout, dans vos artères, dans votre cœur, dans votre cerveau, sous votre peau, et se conduit comme une espèce de glu qui va accumuler, agréger tout ce qui va être lipides, protéines, etc. Et ça, ces éléments-là, ces agrégats seront donc non fonctionnels, seront reconnus par le système immunitaire qui va commencer à se dire mais qu'est-ce qu'ils font là ? On va les détruire, ça va pas y arriver, ça va créer de l'inflammation et ça sera le premier élément qui va par exemple dégrader nos artères. Ça commence pas par le cholestérol, ça commence par le sucre. Et comme nous vivons dans une société qui est très stressée en général, sauf peut-être votre émission qui est très cool, si j'ose dire, eh bien, les gens vont naturellement vers le sucre. Absolument. Et ce sucre leur fait du bien au moment où ils le prennent et les tue doucement. Oui, il y a un petit coup de dopamine, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'on caramélise. Imaginez une casserole pleine de sucre en train de caraméliser. Quelque part, on a cet effet-là dans le corps, si je peux me permettre. C'est exactement ça. J'aimerais pardon. aborder un autre phénomène qui est extrêmement important à quantifier, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie, donc la perte de muscle. Alors, il aurait fallu, juste avant, parler des protéines. Allons-y. Parce qu'on mange trop de sucre, mais pas assez de protéines. Exact. Et c'est vrai que c'est la guerre contre les protéines. Tout le monde mange moins de protéines. Alors, je rappelle juste au passage, et ça a été certainement dit 1000 fois dans vos émissions, les protéines, c'est pas que la viande rouge. D'accord ? Donc, comme on mange beaucoup moins de protéines, eh bien, je rebondis à ce moment-là sur la sarcopénie, les protéines sont indispensables pour faire du muscle. Donc, c'est le primum novus. Si vous mangez insuffisamment de protéines, vous pouvez même faire de l'exercice, vous ne ferez pas augmenter votre ratio général de muscles. Et ces muscles, ça nous sert pas simplement à nous déplacer dans l'espace. Ces muscles ont des fonctions endocrines, permettent également une meilleure gestion du sucre. Enfin, c'est important, le muscle. En tant que tel, c'est important. Et c'est un véritable garant de sécurité. Là aussi, il faut avoir des mesures, et ces mesures vont déboucher sur des conseils qui vont être très personnalisés. Et honnêtement, et là c'est une mauvaise nouvelle, je pense, pour beaucoup de gens qui nous écoutent. Allons-y. Promener son chien, c'est généralement pas suffisant. Ça suffit pas, non. D'accord ? Non, mais c'est
sortir tous les jours, c'est bien. Comme promener son chien, c'est le minimum, bien. Puisqu'on est vivant. Oui, mais c'est le minimum. C'est comme il faut bien respirer, c'est le minimum, mais ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des conseils de professionnels spécialisés, parce que on se contente trop rapidement de ce que l'on fait. En fait, si on veut garder sa santé ou retrouver sa santé, eh bien, en fait, il faut être ambitieux pour soi-même. Alors ça, c'est une notion qu'on a très peu pour soi-même, parce que si on parle de sport, effectivement, il y a le facteur fatigue, le facteur temps, donc ce sont toutes les choses qu'on entend pour se prémunir de ne pas faire de sport. Et je suis fatigué, et je rentre chez moi le soir, j'ai une journée extrêmement chargée, je ne peux pas faire de sport, cher docteur. J'entends ça tous les jours, et si je prends mon propre exemple à moi, en plus, j'aime bien les sports ludiques. Ouais. J'aime pas les sports tels qu'on les conseille en termes de longévité, c'est-à-dire cardio-training et musculation. Je les fais par obligation. D'accord. Donc, c'est encore plus dur. Vous forcez. Oui, je me force. Ça rentre dans une logique, si vous voulez. C'est ça aussi qui est un garant de notre sécurité et des progrès qu'on peut faire. Des fois, on n'a pas envie de s'arrêter au feu rouge, mais on s'arrête quand même. Absolument. D'accord. Donc, il faut là aussi... il y a des jours où c'est facile, où on a envie, où tout va dans le même sens, et puis il y a des jours où on est fatigué, on manque d'énergie, et à ce moment-là, on n'a pas le temps, on a les enfants, on a ceci, on a cela, enfin bref, il y a 1000 raisons. Il faut rattraper. Cultiver une forme de discipline. Alors, la discipline, donc, ça nécessite encore une fois la motivation. La motivation va amener à une discipline, et cette discipline sera d'autant plus facile à mettre en place qu'on a des éléments chiffrés. Si vous savez que vous êtes proche de la sarcopénie, alors que, encore une fois, si vous regardez dans une glace, vous êtes plutôt mieux que les autres, eh ben, si vous le savez, eh bien, vous allez avoir une vraie raison d'aller plus loin. Et si votre médecin vous donne un objectif de faire, par exemple, plus 2 kilos de muscle ou plus 3 kilos de muscle à 6 mois, c'est un challenge. Absolument. D'accord ? Et comme ça, vous pouvez commencer à vous prendre au jeu. Parce qu'en réalité, on devrait tous avoir une discipline, comme vous l'évoquiez, santé. Et cette discipline, au minimum, c'est 1 heure par jour. Ouais, c'est ça. Mais cette discipline ou cet exercice physique, si je puis me permettre, il va quand même jusqu'à augmenter nos capacités cognitives neuronales. Donc j'aimerais qu'on parle de neuroplasticité dans le cadre de l'exercice physique ou de toute possibilité qui puisse stimuler notre cerveau. Alors là, c'est vraiment un élément que les gens oublient ou ne connaissent pas. C'est l'intérêt de l'exercice physique dans la protection du cerveau. Et là, il y a une avalanche de publications depuis les 10 dernières années. Quand on fait un exercice physique régulier, à la bonne intensité, on va accélérer notre fréquence cardiaque. On va donc augmenter notre débit cardiaque, notre débit sanguin cérébral. Et à ce moment-là, on va avoir une augmentation de la sécrétion des facteurs de croissance cérébraux. Absolument. On va favoriser cette fameuse plasticité neuronale qui est quoi ? Qui est simplement la création de nouvelles connexions entre les cellules cérébrales. On va même favoriser et ça c'est une équipe française qui l'a montré, les cellules souches vont pouvoir se déplacer à l'intérieur du cerveau pour réparer. Mais, vous savez ce que c'est que le grand mais ? Allons-y. C'est que c'est 1 heure en continu, pas 2 fois une demi-heure, pas en allant faire ses courses, en traînant son chariot ou être traîné par son chien. Il y a différentes possibilités. C'est 1 heure de bonne intensité, de marche rapide, où on sent que le cœur s'accélère. Au départ, c'est compliqué. Alors au départ, on va faire 1 quart d'heure. Oui, on ajuste, on s'entraîne. Progressivement. Voilà, c'est progressivement qui est le terme. Et c'est parfaitement démontré, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, eh bien effectivement, il y a un plus
qui existent. Merci docteur Christophe de Gégère pour ces remarquables informations quant à la lutte contre le vieillissement, mais je rappelle, le vieillir en bonne santé, c'est le but de nous tous, j'espère. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dimanche prochain à 15h30 sur Sud Radio, évidemment. En attendant, restez en santé et faites du sport. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.